je vais commencer par me présenter, vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Marie-Ève Lavoie. Je travaille à la MRC de Bellechasse, je suis chargée de projet en patrimoine religieux. Puis c'est ça, en fait, c'est déjà le deuxième webinaire qu'on organise sur le sujet vraiment du réinvestissement à la transformation des églises. Là, la thématique particulière qu'on aborde, c'est celle du chauffage des églises. Donc, vraiment, là, il va y avoir la présentation de 3 cas de communautés, de fabriques qui ont procédé à la conversion de leur système de chauffage pour faire des économies. Donc, diminuer les coûts et tout ça. Donc, en fait, c'est l'expérience de ces transformations-là qui va vous être présentée par les personnes. Bon, puis je vais laisser tout de suite la parole à Claude Lepage qui va faire une introduction de cette problématique-là du chauffage, puis je vous reviens après. Bonjour à tous, mon nom est Claude Lepage, je suis agent de développement culturel pour le territoire de la MRC de Bellechasse et je travaille depuis déjà plusieurs années à l'enjeu de l'avenir des églises. Et je travaille aussi de près avec Marie-Ève, c'est surtout elle ces temps-ci qui travaille ce dossier-là. Par contre, elle voulait que je vous présente un peu pourquoi on parle de ça aujourd'hui. C'est peut-être un peu moi qui ai insisté pour faire un webinaire là-dessus, parce que l'expérience nous a montré dans les années passées que lorsqu'on rencontre des communautés ou des comités qui réfléchissent à l'avenir de leur église, un des premiers problèmes qui est soulevé, c'est souvent le chauffage du bâtiment. Par contre, c'est un des dossiers qu'on travaille le moins. On va beaucoup plus se soucier de l'avenir du bâtiment de façon générale, quel projet on pourrait y faire à l'intérieur, c'est quoi les besoins de la communauté, etc. Mais le premier enjeu qu'on a soulevé, qui était le chauffage qui coûtait trop cher, bien souvent, par manque d'expertise, on l'évacue puis on s'en occupe moins. On est encore beaucoup dépendant des carburants fossiles et on se rend compte que quand même un peu partout au Québec, il y a des projets qui naissent de chauffage alternatif pour ces bâtiments-là qui ont des besoins importants et qui sont souvent là, ce qui arrive avec le chauffage, c'est que ça vient miner les ressources financières que les comités pourraient utiliser pour mettre de l'avant des projets constructifs pour la communauté, mais ils le dépensent en huile à chauffage, donc c'est très dommage. Mais je suis content qu'aujourd'hui, qu'on ait 3 beaux exemples, puis il y en a bien d'autres au Québec, mais je crois qu'il est temps qu'on ait davantage d'informations sur cette problématique-là du chauffage, puis que les gens puissent travailler, aller plus loin, puis faire de la conversion plus rapidement de leur système de chauffage. C'est tout simplement ça le contexte du projet. Je ne me souviens pas qui était le premier intervenant. Je crois que c'était Jean-Pierre. Est-ce que je me trompe? Dans l'ordre du jour. C'est pas moi qui est le chef, hein? Non, je sais ça, mais le chef est au téléphone. J'essaie de prendre le relais. Oui, c'est moi le premier. C'est bon. Ben Jean-Pierre, écoute, je vais te laisser aller, te présenter. Un beau projet là, de géothermie sur le territoire de la MRC de Bellechasse. Je te laisse nous en dire un peu plus. Bien, bonjour. Merci, Claude, de ton introduction. Je m'appelle Jean-Pierre Lamonde. Oups, c'est écrit Claude Lepage à l'écran. On me voit? Oups, il s'est passé quelque chose, là. Bon, tu peux y aller, Jean-Pierre. C'est moi qui avais fermé la caméra. OK. Oui, ça va bien. On continue. Il ne voulait pas qu'on le voit. Bon, j'ai été président de fabrique pendant 10 ans à Saint-Charles-de-Bellechasse, où j'habite. Depuis très longtemps, je suis intéressé, occupé et préoccupé par l'avenir du patrimoine religieux, notamment de nos églises. La raison en est que depuis très longtemps, on voit venir ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain, à savoir une désaffection graduelle depuis 50, 60 ans au moins de la fréquentation des églises. Et le problème que ça pose, c'est la diminution des ressources financière, puis la diminution des usages de ces bâtiments-là. Un bâtiment, même patrimonial, même historique, qui n'est pas utilisé, c'est la catastrophe, c'est la ruine parce qu'un bâtiment doit être utilisé. Alors, on cherche des usages, tout ça, et c'est en réfléchissant, et avec Claude, il y a peut-être déjà 10 ans, si on pense à de nouveaux usages de l'Église, on parle aussi d'argent pour faire fonctionner tout ça. Puis ce qui revient dans les discussions, c'est la question du chauffage. Le chauffage est une dépense majeure dans le budget d'une fabrique. Puis dans le budget de fonctionnement d'une église, c'est une dépense non seulement majeure, mais principale et capitale. C'est-à-dire, tenir une église en place
par année, 35 000 $, c'est suffisant, mais quand il y en a 20 000 qui est consacré au chauffage, ça fait gros. Alors, on cherche, on cherche, on cherche. Je ne me souviens plus par quel bonheur ou quel hasard, je me suis retrouvé à être au courant d'expériences qui se conduisaient à l'est de chez nous, jusqu'à la Pocatière. J'ai un cousin qui était prof de sciences au collège à la Pocatière et qui avait conduit des études pour faire installer la géothermie au collège à la Pocatière. C'est énorme, hein? Ils ont fait l'église de Montmagny, ils ont fait l'église de Saint-François, ils ont fait des églises dans l'Îlet, l'Évêché, et j'en oublie. Alors, j'ai demandé à mon cousin s'il ne viendrait pas faire une étude chez nous pour savoir ce qu'il nous faudrait comme système et à quel coût. Parce qu'on marche sur la pointe des pieds quand on réfléchit à des systèmes comme ça. On ne sait pas si on va être capable. Mais ce qu'on savait, c'est qu'on avait encore de l'argent à la fabrique. Pardonnez le conférencier. On avait encore des sous et on se disait, si on veut faire des projets, il faut les faire maintenant pendant qu'on a la capacité de les faire. Ça vaut aussi pour la transformation, mais ça valait aussi pour installer un système de chauffage comme celui qu'on a installé. Alors, grosso modo, là, il a fallu quelques semaines pour ces travaux-là. Le travail consistait en utilisant les données de consommation de mazout des 3 dernières années, établir ou convertir ce mazout-là en kilowattheure pour savoir quelle était la dépense du chauffage de l'église de janvier à décembre. Alors, en convertissant ce qu'il fallait, on arrivait à peu près à 180 000 kWh par année, répartis sur différents mois. Et comme le chauffage, ça se passe majoritairement en novembre, décembre, janvier, bon, ben, il fallait avoir un système qui est capable de passer à travers ces mois-là. Alors, la proposition qui a été faite, c'est pour chauffer l'église, c'est un système avec 4 puits de 510 pieds chacun de profondeur. Deux groupes de thermopompes là, comprenant chacun deux thermopompes, donc 4 pompes géothermiques installées dans le sous-sol qui transforment la chaleur qu'on sort du sol à travers un liquide qu'on appelle comment, donc, Claude? Le glycol, par exemple. Oui. Et, la géothermie, les pompes géothermiques vont chercher un tout petit pourcentage de la chaleur qu'il y a dans le liquide, l'extrait, le transfère au système d'eau qui va dans le calorifère, puis ça retourne au sol, puis ça va rechercher un peu d'eau de chaleur, je voudrais essayer de m'en tenir un petit peu au plan, là. Je risque de m'égarer. L'église, c'est pas une grosse église à Saint-Charles, mais ça a quand même plus de 5000 mètres cubes de volume. C'est 110 pieds par 54 à la nef. Puis il y a un chœur en hémicycle là, qui complète le tout. C'est une église, cette deuxième église, c'est 1827. On est encore dans les églises en bois. Alors, et des églises en bois à l'intérieur, mais des églises avec des fondations en pierre, 6 pieds d'épais de pierre et des murs en pierre. Alors, ce pas des murs recouverts de pierre, c'est des murs en pierre. Et à l'intérieur, ben, il y a un petit revêtement. Bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'isolation beaucoup. Hein. Les systèmes de chauffage antérieurs, ben, pensons au bois, pensons au charbon, pensons à l'huile puis à l'électricité. Alors, on a connu tous ces systèmes-là. On trouve encore des morceaux de charbon dans la salle à charbon. Et le bois, je n'ai pas connu ça, bien sûr. Le charbon non plus. Mais on chauffait à l'huile, puis on avait une fournaise électrique à côté
de grande capacité. Et ça avait permis pendant plusieurs années de chauffer en biénergie. Alors, on avait une petite programmation qui faisait que quand c'était plus payant de chauffer, enfin plus payant pour nous, là, de chauffer à l'électricité, la fournaise électrique partait et sinon c'était la fournaise à l'huile. Les coûts de chauffage à l'église, c'était 18-19 000 $ de moyenne sur les dernières années. Mais l'étude qu'on a faite, on l'a faite plus pour le futur. On a fait des hypothèses de chauffage à 1 $ le litre du prix du mazout. Et on est dans ces prix-là cette année, bien sûr. En 2000, l'étude a été faite à l'hiver 2010. Les travaux de forage ont été faits à l'automne 2011, puis le système a été opérationnel au printemps 2012. Bon, pourquoi remplacer le système antérieur, vous vous en doutez, c'était pour essayer de diminuer les coûts. J'ai dit qu'on avait une moyenne de 18-19 000 $ par année maximale pour chauffer au mazout. Et on estimait avec un système géothermique qu'on pourrait sauver 8-10 000 $ par année. Donc, bon, je reviendrai là-dessus. On n'a pas travaillé sur d'autres systèmes économiques. On s'en est tenu à cette proposition-là qui nous semblait la meilleure à ce moment-là. Les conditions préalables à la transformation du système de chauffage. Dans notre cas, on a pu bénéficier à l'installation d'une subvention d'Hydro-Québec, mais en autant qu'on chauffait à l'électricité. C'est pour ça, dès qu'on a pris la décision, on a fermé la fournaise à l'huile et on a chauffé à l'électricité pendant 1 an. Et ça nous rendait admissible un programme de l'Hydro qui travaillait à ce moment-là pour se débarrasser des gros clients comme les églises. Alors, on avait droit à une subvention de 50 000 $ pour installer notre système. 50 000 en fonction des coûts qui étaient les nôtres et de l'économie de chauffage qu'on espérait réaliser. Le projet d'installation du système géothermique, ça a coûté, on arrondit toujours les chiffres, là, 130 000 $, mais on a eu une subvention de 50 000 $, ce qui fait que ça nous a coûté 80 000 $. Et un 80 000 $ en espérant sauver 8-10 000 $ par année, bon, ça veut dire que ça se finançait sur 8-10 ans aussi. J'arrondis parce que effectivement, on est plus à 8-9 000 $ d'économie que 6-7 000 comme ça avait été estimé au départ. Mais c'est presque la moitié des coûts qu'on espérait, enfin qu'on croyait devoir assumer. C'est un système qui s'est avéré efficace. On tient l'église à 16-17 degrés l'hiver. Je dis efficace parce que ça chauffe bien. Et la géothermie, ça chauffe bien en autant qu'on ne ferme pas le système et qu'on ne joue pas avec la thermostat. Alors, le système géothermie produit une chaleur douce, mais la chaleur douce doit être là 24 heures par jour. Et si on baisse ça de 10 degrés, ça prend une semaine à remonter, ou à peu près. Ce qui fait quand on a une panne, on a dû à 2-3 reprises avoir recours au système électrique pour remonter plus vite ou attendre de se réparer. Un niveau d'entretien, c'est pas un système comme une fournaise à l'huile où on peut partir en vacances pendant 2 semaines puis ça fonctionne tout seul. Et il faut faire des petites visites pour s'assurer que tout va bien. Et dans les premiers temps, il arrivait souvent qu'un des compresseurs était en panne, en excédent de pression, manque de pression, etc. Et il fallait faire ce qu'il fallait pour le repartir. Localement, il y avait Bertrand Arsenault qui donnait un grand coup de main pour surveiller le système et apporter des petits correctifs.
Puis maintenant, il y a un autre technicien en réfrigération à Saint-Charles qui est à la retraite et qui assure l'entretien du système. Je te vois, Claude, tu es au téléphone. Les avantages. Bon, les avantages, les inconvénients, les conseils, erreurs. Bon, pour vous montrer du concret, parce que c'est bien facile de parler, je vais prendre le risque d'aller chercher... Oui, de faire un partage. Oh merde, ça, c'est pas un vrai partage. Oui, on voit là. Vous voyez? Oui, on voit le fond d'écran. Vous voyez le fond d'écran. Je vais aller chercher quelques photos, mais j'espère que vous allez les voir. Oui, ça devrait fonctionner. J'imagine. Oh, pardonnez-moi. Ça paraît pas, mais je suis quand même un peu nerveux. Hein? Ça paraît pas du tout. Bon, vous y voyez peut-être quelque chose? Ça s'en vient. Oui, on voit. Vous voyez? Bon, c'est à l'automne 2011. Il y a deux systèmes, enfin deux machines pour creuser des puits artésiens. Sont au travail. À droite, vous voyez, il y a une voiture avec des sacs blancs. C'est pas de la semence pour aller ensemencer les champs, c'est du sable. Parce que quand on fait le creusage des puits artésiens, non pas des puits de géothermie, là. Enfin, ce sont des puits artésiens, on passe les tuyaux, on descend les tuyaux, deux tuyaux, là, le liquide descend et remonte tout de suite là, sur plus de 500 pieds. Et avant de refermer les puits, on emplit le puits d'un sable dont je ne connais pas les caractéristiques, mais c'est un sable qui est beaucoup plus conducteur thermique qu'un sable ordinaire. Alors, il avait apporté ces sables-là. Et on voit une pelle mécanique ici à droite, là, à gauche, pardon, avec un sac et une corde, là. Et ils vont faire couler dans le puits, ils vont faire couler le sable. Alors, il avait fait tout un chenil. Alors, on avait un terrain à côté de l'église. On a fait creuser les puits là. La tête des puits est à 7 pieds sous le sol, ce qui fait qu'on peut continuer à avoir de l'activité par-dessus les puits, mais on ne construira jamais de bâtiment là-dessus au cas où il faille aller dépanner un puits, quoi. J'ai oublié de vous dire ceci. On avait convaincu la municipalité qui est installée dans le presbytère à côté de l'église de se joindre à nous et qu'on fasse un projet ensemble. Alors, ça a marché. La municipalité a payé sa part. Alors, on a ajouté à nos 4 puits, on a ajouté 2 puits. On a 6 puits. Ça, on est à l'intérieur, on n'est pas à Saint-Charles, c'est parce que je cherchais des photos de Saint-Charles, je n'en avais pas des bonnes. Celles-ci, elles sont de Montmagny, je pense. Alors, nos pompes géothermiques, c'est comme ça. Et alors, en haut, il y a un compresseur, en bas, un compresseur, et la puissance varie d'un endroit à l'autre. Dans l'Église, une des conditions qui était importante pour nous, c'est qu'on continue à utiliser nos systèmes de calorifères. De sorte qu'on n'a pas eu besoin de changer le système de distribution de la chaleur. Alors, on continue à utiliser les calorifères. Je ne vous les montre pas, là, mais ce que je vous montre, c'est, j'ai oublié le nom là, qu'ils utilisent, là, mais c'est un petit système qui permet de souffler de la chaleur. Alors, vous avez des tuyaux de cuivre là, qui rentrent dans ce bidule-là, il y a un moteur, il y a un ventilateur, et ça souffle de la chaleur. Nous, on en a installé un à la sacristie, dans un confessionnal, et l'autre, on l'a mis sous le maître-autel, mais par l'arrière du maître-autel. Alors, il n'y a personne qui voit, mais ça souffle de la chaleur. Pour ajouter, tout ça, c'est pour ajouter à la chaleur des calorifères. C'est un aérotherme, Jean-Pierre. Merci. Merci. Et cet aérotherme-là, durant l'été, qu'est-ce qui va
nous donner? Il va nous donner de la climatisation. Alors, l'été, on climatise l'église. C'est fini, les églises à 30 degrés. Je pense que c'est branché autour de 17 degrés pour l'été. Ça climatise aussi tout le presbytère, les bureaux administratifs qui sont là. Et pourquoi climatiser? C'est afin de redonner au sol de la chaleur. Donc, l'hiver, on extrait de la chaleur du sol, puis l'été, on repousse de la chaleur dans le sol parce que les tuyaux de glycol vont continuer à transporter le glycol de haut en bas, oui, de bas en haut. Et au lieu d'envoyer du froid en hiver, bien, il envoie du chaud parce que vous voyez ici, ça c'est à Saint-François, ça, j'avais pris des photos, là. Tous les tuyaux des puits arrivent ici au sol, là. Il y a des pompes, blablabla, puis ça s'en va dans un gros tuyau commun. Alors, les 6 puits s'en vont dans un tuyau commun et à partir duquel l'Église va se tirer du liquide, puis la municipalité va en faire autant. Tiens, ici, ça c'est à Saint-Charles. On a fait rentrer tous les tuyaux des puits dans le sous-sol de la municipalité et c'est là qu'on a installé le manhole. Bon, mes photos ne sont pas ordonnées. On est dehors, on est à 6-7 pieds sous le sol. Les tuyaux des puits s'en vont de gauche vers la droite en bas, là, vers le bureau de la municipalité qu'on voit ici en blanc. Et puis, ce chemin-là, il s'en va jusqu'à l'église parce qu'il va conduire aussi le gros tuyau, il va le conduire à l'église. Puis, ça servira pour le chauffage à l'église. Ici, on voit l'entrée des puits et la sortie des puits par dehors. J'ai dit qu'il y avait un tuyau dans le puits, mais en fait, il y en a 2. Là. Il y en a un qui descend puis l'autre monte, tout l'inverse. Mais ça donne 2 tuyaux par puits. Alors ici, ils ont caché les tuyaux puis ils enterrent ça d'à peu près 7 pieds. Et ça ne devrait pas geler. Je pense que c'est tout pour mes photos. Comment je fais pour me débarrasser de ça, Star? Oui, attendez, je vais vous l'enlever. Bon, comme ça. Oui, c'est fait. Bon, j'ai peut-être parlé un peu dans le désordre, tout ça, là, mais notre système, s'il arrivait une conflagration terrible, là, on n'a plus de courant dans le village pendant une semaine, ni l'électricité, ni le chauffage électrique ne fonctionnant, ni le chauffage à l'huile. On s'est acheté une petite chaudière électrique et on s'est raccordé à la résidence pour personnes âgées à Saint-Charles qui s'appelle Charles Couillard. Et on s'est raccordé, oui, puis la petite chaudière électrique va nous faire suffisamment de chaleur pour qu'on fasse fonctionner les pompes circulatrices qui envoient l'eau d'un calorifère. Et cette eau-là sera légèrement tiédie par la petite chaudière électrique. Et ça va donner un petit peu d'éclairage aussi, là. Donc, ça ferait fonctionner les pompes, le système d'alarme et la chaudière électrique de 10 kW. J'arrête. Ah ouais, OK. Mais merci beaucoup, M. Lamonde. Puis, en fait, si vous avez des questions, c'est ça, comme je le disais, là, comme je le mentionnais, on va voir, on a une petite période de questions déjà, là. Puis, c'est ça, à la fin de chaque présentation, là, je viens déjà de voir une question qui vient de sortir. Donc, l'investissement, c'est payé en combien de temps, M. Lamonde? Bon, on considère qu'actuellement, c'est payé, ou à peu près. OK. Puis, vous disiez que depuis... On a commencé à chauffer en 2012. Okay. On a terminé, tu vois, on est en 2019, ça fait 7 ans. Je ne sais pas cette année, ça va être l'an prochain. OK. Donc, mais c'est parce que je n'ai pas suivi dans le détail. C'est qu'il y a 2 façons de compter ça. On peut compter ça avec des données, des calculs de l'énergie d'il y a 10 ans. Mais j'ai été voir ce matin sur Internet. Et la saison 2018-19, on est à plus d'$1 le litre pour le mazout. C'était beaucoup plus bas que ça il y a 10 ans quand on a fait les calculs. Alors quand on fait les calculs, on fait toujours l'hypothèse que les coûts du mazout vont monter et risquent de monter plus vite que les coûts de l'énergie électrique.
C'est pour ça que je dis c'est probablement payé ou... Enfin, on n'a pas de dette à la banque. Hein. On a emprunté sur nos fonds, puis on a payé. OK. Puis, par année, peut-être que j'ai perdu cette information-là. Combien vous économisez par année par rapport au coût du chauffage avant la conversion? Bon, 8-9 000. 8-9 000 par année. Oui, puis ça coûte à peu près 8-9 000 aussi. OK. Donc, ça en coûtait le double. Évidemment, pour être honnête, on a eu au moins 2-3 accidents où Pépin, à un moment donné, on faisait venir des spécialistes de Montmagny, on avait un petit problème, ils venaient, ils nous envoyaient leur facture, 500-600 pièces, puis le lendemain, c'était pas réglé encore. C'est pour ça que j'étais content de mentionner qu'on avait localement une personne qui bénévolement suit le système et puis qui est capable de changer les gaz des pompes et tout ça. Un des problèmes qu'on avait, c'est quand il y a des pannes de courant ou des interruptions de très courte durée sur le système. Ça arrive, ça, en cas de tempête, en cas de branches d'arbres qui tombent sur le réseau. Je ne sais pas quelle raison, il y a de micro-coupures de courant et ça, le système n'aime pas ça parce que c'est tout électronique. Et de sorte que j'avais parlé au fournisseur qui nous avait conseillé d'acheter un petit processeur qu'on a installé sur chacun des compresseurs et qui fait que s'il y a une micro-coupure, le système se ferme pendant 7 minutes, se réinitialise et repart. Parce que fermer et partir dans les mêmes secondes, là, vous ferez ça sur votre ordinateur, c'est dangereux aussi. Donc, il y a une autre question ici. David Gagné demande, à votre connaissance, quelle est la durée de vie d'un tel système? En fait, je ne le sais pas. Puis, bon, une partie importante de la facture, c'était le creusage des puits, mais je ne peux pas vous dire exactement. Je n'ai pas sorti le détail des travaux. Là. Okay. Mais, de toute façon, le contracteur nous avait fait un prix global. Et le prix que je vous ai donné tout à l'heure, 130 000 ça existe probablement plus. Parce que le contracteur qui faisait ça, c'était pas une entreprise avec des camions. C'était un type qui allait chercher toutes les compétences et tous les fournisseurs dont il avait besoin pour faire les travaux et qui dirigeait les travaux. Je sais que certaines fabriques ont demandé des prix à des compagnies de géothermie, puis on était dans les 400 000. Hein? Parce que là, ils vont vous proposer tout de suite de tout changer le système de distribution de la chaleur dans l'église, que ceci, c'est plus bon, c'est plus bon. Mais à 400 000, là, il faut vivre longtemps pour le rentabiliser. Puis, justement, il y a Marie Fortin qui demande ce montant-là, le 130 000, est-ce que ça comprenait l'installation de la municipalité aussi? Non. Non, okay. Non, la municipalité, c'était beaucoup moins cher. Je ne me souviens pas comment. Il y avait 2 puits à payer. Là, ça faisait à peu près 50 000 les 2 puits. T'sais. Et ensuite, il y avait les systèmes à l'intérieur, les compresseurs, l'électricité et la tuyauterie. Là. Okay. Ça s'est fait pendant l'hiver. À l'église, ça a plutôt très bien fonctionné. Puis cette année, ça a très bien été. Pas de problème majeur en 2019. À la municipalité, ils ont eu plus de problèmes, puis ça les décourage un peu. Okay. C'est que la finition de l'installation n'a pas été faite par la même personne et la municipalité a fait faire ça à l'interne. OK. Puis, la municipalité, ils ont combien de bâtiments de connectés? Parce que là, c'est comme un réseau. Là. Non, c'est seulement les bâtiments administratifs. Okay. C'est l'ancien presbytère. L'ancien presbytère, pour les 3/4, c'est les bureaux municipaux. Puis le quart, c'est le local de la fabrique, l'actuelle fabrique Saint-Benoît de Bellechasse, mais avant, c'était la fabrique Saint-Charles. Parfait. Il y a aussi Mme Taillon qui demande, globalement, est-ce que vous êtes satisfait? Oui.
Puis est-ce que, admettons, bon, l'exemple en 2019, si c'était à refaire, est-ce que vous reprendriez la géothermie? Ou vous opteriez pour un autre système de chauffage? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels seraient les prix. Puis en 2019, je serais prudent en modus là, parce que la situation a changé. On ne contrôle plus rien. On ne contrôle plus grand-chose, quoi. Là, on est noyé à l'intérieur d'une organisation beaucoup plus importante qui s'appelle la Fabrique Saint-Benoît. On doit composer avec d'autres. Puis, s'il y a 20 ans, puis il y a 10 ans, on voyait venir la diminution de la fréquentation, ben, les gens à l'Église n'ont pas rajeuni. On en a perdu plusieurs. On a encore beaucoup de monde. Quand on se compare, on se demande comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui viennent à l'Église de Saint-Charles comparé à certaines. Mais Louis vous parlera tout à l'heure de son système. J'ai hâte d'entendre parler de ça. On ne connaissait pas ça à ce moment-là, son système de radiant, qu'on appelle, ou réflecteur, ou je ne sais pas quoi. Ça me paraît intéressant. J'aurais été embêté d'installer ça à Saint-Charles, d'autre part. Eux, ils ont réussi à cacher ça sous les juvets. Mais c'est parce qu'on n'a pas la même configuration d'église. L'église Saint-Charles, comme quelques autres, comme Saint-Anselme, c'est une église pleine largeur. Il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de jubé latéraux. Il y a un jubé à l'arrière. Et dans les églises patrimoniales, on essaie toujours de pas trop installer de gréements qui défigurent le bâtiment. Mais quand on peut les cacher, un petit peu comme on l'a fait là, en mettant un aérotherme sous l'hôtel majeur, là, puis comme dans un confessionnal à la sacristie, ben, je trouve ça intéressant. J'avais vu ça à Montmagny, ils avaient installé des aérothermes dans plein de confessionnaux dans la nef de l'église, lesquels confessionnaux ne servent plus beaucoup. Mais oui, c'est vrai que c'est un avantage du système de chauffage à la géothermie. Ce n'est pas apparent, là, donc on ne peut pas venir interférer, là, ben, plutôt poser des éléments là, dans le bâtiment qui sont visibles, ben, c'est sûr que c'est un avantage. Puis sinon, ben, c'est ça aussi, le fait de climatiser, c'est un autre avantage, de pouvoir climatiser avec ce système-là. Puis est-ce qu'il y a d'autres avantages vraiment principaux là, qui vous apparaissent aussi? Tu sais, en fait, la climatisation, c'est intéressant. Ça fait du frais, mais ça diminue aussi le taux d'humidité dans un bâtiment. Okay. Récemment, on a fait une étude sur la structure de l'église. Il y a des ingénieurs architectes qui sont venus. Il y a une équipe qui est allée sous l'église récemment et ont retrouvé du bois qui a 200 ans. Ce n'est pas Notre-Dame de Paris, mais ils ont retrouvé tout le système qui soutient les poutres. Et c'était très, très sain. On a la chance d'être construit sur un appelons ça un cran de tuf. L'église n'est pas calée à 12 pieds dans le sol. Elle est pas très loin du tuf, c'est pas de la pierre, en fait, c'est du tuf, là, qui est très haut à cet endroit-là. Et à certains endroits, on le voit. De sorte qu'on n'a pas d'eau, là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'humidité sous l'église. Puis, quand on fonctionnait à l'huile, puis encore maintenant, les tuyaux de chauffage passent sur l'église, de sorte qu'il y a toujours de la chaleur là. Bon, c'est important d'avoir un bâtiment qui n'est pas trop humide et la climatisation en période humide l'été aide beaucoup à ça. Mais ta question, c'était quoi? D'autres avantages là, comme ça qui vous viennent à l'esprit là, de la géothermie? Est-ce que... Ben, c'est une température stable. J'ai pas dit, une affaire que j'ai pas dit, c'est que j'ai mentionné que la fournaise électrique était toujours là. Et s'il y avait un problème sur le système de géothermie, par exemple, si deux compresseurs lâchaient en période de grand froid, les deux autres compresseurs ne fourniraient pas pour le système de géothermie et
automatiquement, la fournaise électrique part. Et la fournaise électrique a été configurée pour fonctionner à 25 kW et non à 172, là, afin que si elle doit marcher une journée ou deux, ça ne coûte pas 3 000 $ parce qu'il y a des surprises à chauffer à l'électricité ou à démarrer pour 2-3 jours une fournaise électrique. C'est que ça crée une demande extrêmement haute et l'Hydro considère que cette demande-là s'est manifestée pendant tout le mois. Puis, il y avait une autre question ici. Est-ce que votre cousin fait toujours des consultations? Je ne le sais pas, je ne le vois pas souvent. OK. Je ne le vois pas souvent. Ça nous était extrêmement utile. Voilà. Mais je pourrais demander s'il serait disponible pour aller ailleurs. OK, super. Et comme et notre entrepreneur là, qui s'appelait Roger Robitaille, tu vois, il est allé faire un projet dans une autre église dans la région et ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des difficultés. Enfin, je ne devrais pas parler de ça. Oui, quoique, on s'en doute aussi là, que c'est pas nécessairement toujours. Non, ben, c'est parce qu'il y a eu une erreur quelque part, là, puis ça n'a pas donné le résultat escompté. Mais j'avais été visiter les sites où il y en avait fait là, à l'est de chez nous et tout le monde était très content. Okay. Donc, en général, vous avez des bons... Parce que quand on réussit à couper presque de moitié, ou à peu près de moitié les frais de chauffage, on est content en modus. Hein. Et puis on se retrouve actuellement, en tout cas avec, sous toute réserve de ce que diront les autres, on se retrouve avec l'église qui coûte le moins cher en chauffage dans la zone. OK. Évidemment, ce n'est pas l'église de Saint-Henri, là. C'est pas une église, c'est pas une cathédrale. C'est quand même un bâtiment où il y a 400 places assises en bas, puis il y a un petit jubé en haut. Mais quand même. Parfait. Puis bon, peut-être une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres après. Là. Donc, est-ce que le système de chauffage prévoit des équipements pour les fuites? Pour le glycol, du moins. S'il y a une fuite, on s'en rend compte. Parce que du côté municipal, où arrivent tous les tuyaux, ça passe par un petit réservoir sur lequel il y a une flotte et dans lequel petit réservoir, on garde à peu près 10 litres de glycol et on le surveille. Et si le niveau baisse, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Et c'est arrivé lorsqu'il y a eu un accident sur le système à l'église. Le système de l'église étant plus bas que celui de la municipalité. Il y a un tuyau qui avait cassé dans la chambre des fournaises parce qu'il y a un compresseur qui avait rué trop fort. Il y avait un problème de démarrage. Et ça avait cassé un tuyau à l'extérieur de la fournaise. C'est des tuyaux en PVC. Paf! Alors à ce moment-là, toute la section entre le presbytère ou la municipalité et la sacristie de l'église, ça s'est vidé. Ça représente, tu sais, les grosses cruches d'eau qui vendent chez les magasins. Là, il faut en mettre une douzaine pour se repartir. Alors, on va se chercher du glycol à Saint-Romuald, puis on fait un mélange avec de l'eau, puis on part les systèmes comme ça. Mais s'il y avait des fuites dans la terre, on le saurait. Et il y a quelque chose qui a été prévu, mais je ne sais pas trop quoi, si ça arrivait. On peut même, il y a même un puits de secours qui a été creusé. On pourrait sauter sur le puits de secours, mais je ne sais pas comment on ferait ça exactement. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Lamonde. Donc, on est dans les temps encore. Je me suis rendu compte que j'ai bougé beaucoup à l'écran, vous me pardonnerez. Aucun souci. Je bouge tout le temps.
Très bien. Puis bon, je vais en profiter pour reprendre la parole juste une petite minute, là, étant donné qu'au début, je vous ai quitté pour quelques instants. C'est ça pour vous mentionner que c'est ça, si jamais vous avez d'autres, là, c'est bien si on prend le temps là, après chaque présentation de poser quelques questions, mais si jamais vous avez d'autres questions que vous désirez davantage là, approfondir ou avoir d'autres détails là, sur ces questions-là, ça va être possible de poursuivre les discussions après sur Passerelle. Donc, je vous parle souvent de Passerelle, là, donc la plateforme web. Là, c'est ça en fait, puis même le webinaire, il est enregistré parce qu'il va être déposé sur la plateforme. Donc, c'est ça en fait, il y a des informations que peut-être dans certains cas, là, les conférenciers ne pourront pas répondre. On pourra chercher l'information nécessaire, puis après ça, informer tout le monde sur Passerelle. Donc, c'est ça, on va poursuivre. Donc, un grand merci à Jean-Pierre Lamonde là, du comité, le responsable du comité local de l'Église de Saint-Charles, ici dans Bellechasse. Donc, maintenant, on va passer déjà au deuxième système de chauffage qu'on va explorer un petit peu, le système de chauffage à la biomasse forestière. Donc, c'est M. Ghislain Royer et non Ghislaine. Sur la première programmation que j'avais envoyée à tous, c'était écrit Ghislaine, mais c'est Ghislain Royer, qui est le président de la fabrique Sainte-Catherine-Tekakuta, qui comprend là, des communautés, là, principalement des aides-chemins. Puis c'est ça, il va nous parler du cas de l'église Sainte-Germaine qui a fait la conversion de son système de chauffage pour la géothermie. Donc, je vous laisse la parole, M. Royer. Puis vous me direz quand vous voulez que je mette les photos là, pour montrer aux gens. Ben, c'est parfait. Donc, je vous laisse aller. Oui, alors, vous m'entendez bien? Oui. C'est faible. Oui, c'est faible. Peut-être essayer de parler plus fort un petit peu. Ah bon, ben oui, je vais faire de mon mieux. OK. Non, ajuster le son. Hein. Parce que je pense qu'on avait déjà essayé d'ajuster le son, mais ça ne fonctionnait pas. Vous m'entendez bien tout à l'heure, me semble? Là, c'est bon, on vous entend, là. Oui? Oui. Ben, je ne bougerai plus. OK. Et c'est bien. Alors, on a eu une très bonne introduction par M. Lamonde tout à l'heure. Alors, il y a toute une partie là, qui peut être passée. Tout le monde connaît les mêmes problématiques. Permettez-moi de débuter par un avertissement ou une confession. Je n'ai pas participé personnellement au projet dont nous allons parler. J'ai cependant pu en faire un résumé, que j'espère le plus complet possible, après des rencontres avec l'employé de la fabrique et avec le principal promoteur du projet, M. Léandre Lheureux. Notre projet concerne l'église de Sainte-Germaine du Lac-Etchemin. Construite en 1895, elle est entièrement faite de bois. Sa nef est de dimension moyenne pour une église paroissiale, mais on y a ajouté une très grande sacristie avec un soubassement qui peuvent toutes deux servir de salle de réunion pour des repas, etc. Le sous-sol de la nef, quant à lui, n'a pas été fini ou aménagé. On est encore sur la terre. On y retrouve un capharnaüm de tuyaux, de passages d'utilités diverses, des colonnes de soutien, de l'entreposage et bien sûr le système de chauffage. Le système de chauffage antérieur était entièrement au mazout, sauf dans une partie arrière de l'église ou le soubassement de la sacristie, qui est encore chauffé par des plaintes électriques. Le projet d'effectuer des modifications au système de chauffage date de 2013-2014. La vieille fournaise avait 60 ans d'âge puis demandait des réparations annuelles de plus en plus importantes et menaçait même de rendre l'âme. Avec le coût de l'huile en hausse constante, il y avait lieu d'entreprendre une réflexion sur le type de chauffage à adopter, autant pour le presbytère que pour l'Église. En 2013, l'Église consommait 20 200 litres de mazout pour une somme de 21 800 $ et le presbytère 2 400 litres pour 2 600 $. On atteignait donc un total de plus de 24 000 $ pour les deux systèmes, les deux endroits. Donc, diverses options ont été envisagées, mais plusieurs facteurs ont contribué au choix du chauffage à la biomasse forestière. Précisons ici qu'il existe plus qu'un système d'approvisionnement en biomasse forestière. On l'obtient entre autres sous forme de plaquettes qui ressemblent à des copeaux de bois ou des granules dont on va parler tout à l'heure. Sainte-Germaine a choisi l'approvisionnement aux granules qui lui a été conseillé. Les raisons en sont que des visites ont été faites à l'église Sainte-Énédine, qui venait de l'adopter, ainsi qu'à l'école de mécanique de Charny. Ces visites semblaient concluantes, assez pour qu'on pousse plus loin les études. Le centre de santé des Aides-Chemins, situé à moins d'1 kilomètre de l'église, ainsi que 2 ou 3 maisons qui lui appartiennent dans son environnement,
était sur le point de s'y mettre également, ce qui pouvait susciter une grande confiance, autant pour l'expertise locale que pour l'approvisionnement. Il y avait aussi une entreprise de Saint-Camille, située à environ 30 km de Lac-Etchemin, qui était sur le point de se lancer dans la production de granules, ce qui laissait supposer une grande facilité d'approvisionnement futur. Cette option n'a malheureusement pas pu se réaliser efficacement. La matière première est abondante dans la région, mais des problèmes d'équipement et de contrôle d'humidité du produit final ont obligé l'entreprise à abandonner ses activités. Et enfin, une vérification attentive de tous nos calorifères avait démontré qu'il était efficace seulement à 75 %. Après nettoyage, cependant, il était tout à fait compatible avec le nouveau système qui génère une circulation d'eau chaude. Donc, en collaboration avec un plombier de Lac-Etchemin qui avait des connaissances dans le domaine et un consultant de la compagnie Bioflamme de Charny, des demandes ont été produites au ministère des Ressources naturelles, Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique. Alors, on s'imagine facilement la quantité de formulaires, de lettres et de contacts que la chose a pu exiger, mais toujours est-il que les démarches ont permis d'obtenir une subvention de près de 75 000 $ sur un coût total d'environ 150 000 $ pour l'équipement. La subvention impliquait que des rapports soient produits au ministère pendant 10 ans pour documenter le fait que le nouveau système permet la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, un élément essentiel pour que la subvention soit accordée. On sait que les calculs sont faits sur la base qu'une tonne de granules permet de sauver tant de GES par rapport au mazout qui était utilisé auparavant. Enfin, les dernières données connues permettent d'avancer qu'il y a une réduction de 60,6 tonnes de CO2 par an. Si vous me demandez comment ça se effectue le calcul, je serais un peu embêté de vous le dire, mais c'est cohérent avec nos vérifications faites avec les autres utilisateurs de ce genre de système. Pour l'installation, 2 fournaises ou chaudières de 56 kW sont installées à l'église et une plus petite de 32 kW au presbytère. La seconde fournaise de l'église vient en appui à la première lorsque la demande est plus importante. Les réserves de granules sont intérieures et situées au sous-sol de l'église et du presbytère. À l'église, nous avons un bac de bois contenant 3 tonnes de granules et un bac de toile qui en contient 7. On voit la photo ici, justement, dans l'installation au presbytère. C'est le plus petit système, mais quand même, on voit à gauche le petit bac et la fournaise. Vous êtes capable de voir aussi le tuyau d'alimentation qui part du bas du bac et qui s'en vient vers la fournaise avec une vis sans fin. Alors, au presbytère, le bac contient moins de tonnes, il y a 3 tonnes de granules. Et les bacs, comme vous voyez, celui-ci mesure 5 pieds par 5 pieds par une hauteur d'à peu près 5 pieds aussi. L'installation à l'église est plus complexe. Il y a 2 fournaises, 2 bacs, et c'est beaucoup moins joli que sur cette photo-ci parce que c'est au travers des tas de terre, au travers des pylônes, etc. Les fournaises sont équipées d'un ordinateur relié par modem. S'il y a un problème, un message courriel est envoyé au plombier, au presbytère, au domicile de notre commis comptable et au fournisseur. Donc, on a des ceintures et des bretelles pour les systèmes. L'échappement de la fumée se fait par la cheminée de l'église. Une gaine a dû être installée à l'intérieur de celle-ci. Au presbytère, l'échappement de la fumée se fait par un simple tuyau. Les cheminées sont nettoyées une fois par année puisque c'est forme du créosote à la base. Les granules nous parviennent avec une humidité contrôlée, composée d'environ 75 % de bois franc et 25 % de bois mou. Elles ont l'aspect de petits cylindres comme celle que je tiens dans la main. Je ne sais pas si ça peut être montré, si vous la voyez. Ce sont une infinité de petits cylindres comme ça qui sont appelés des granules. Sur la dernière année, depuis novembre 2018, nous avons commandé une fois par mois, sur 7 mois, un total de près de 44 tonnes de granules.
À 268 la tonne, nous arrivons à un total de un peu plus de 11 000 ou près de 12 000 selon les années. Au niveau des avantages, nous constatons que le nouveau système est efficace. Il assure une réaction rapide. Le chauffage est constant et confortable. On sait déjà que la conversion à la biomasse forestière permet l'amélioration de l'empreinte carbone des utilisateurs. C'est une forme de recyclage des ressources naturelles. Son principal avantage palpable pour nous, c'est cependant l'économie qu'il permet de réaliser. Dès la première année complète d'utilisation en 2015, l'économie annuelle de chauffage pour l'Église et le presbytère a été de l'ordre de 12 000 soit la moitié de ce qu'il en coûtait en 2013. On avait même constaté une légère baisse de la consommation d'électricité au presbytère. Nous constatons la même économie année après année. Enfin, comme le centre de santé des Aides-Chemins a une installation semblable, nous avons la possibilité d'accommodement avec eux, notamment pour des échanges lors de bris de pièces éventuels. Au niveau des inconvénients, puisqu'il fallait bien qu'il y en ait quelques-uns à l'opération, le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de fournisseur de granules dans notre région. Contrairement à ce qu'on espérait au début, notre fournisseur actuel est de Saint-Jean-Port-Joli, alors que le fournisseur antérieur était du lac Saint-Jean. Il n'y a pas de place à l'erreur quant aux quantités commandées parce que le transporteur vient de loin et doit repartir avec son camion vide. Il faut aussi, c'est une exigence de la compagnie qui livre, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un sur place à l'église lors de la livraison, parce que lorsque l'un des bacs est plein, parce qu'il y a 2 bacs, il faut aviser le transporteur de changer de tuyau pour remplir le deuxième. En fait, c'est une particularité. Et les bacs de cendres de chacune des fournaises demandent un entretien très régulier, 2 ou 3 fois par semaine lors des grands froids d'hiver. Ça peut demander parfois de 3 à 5 heures semaine, ce qui implique certains montants qu'il faut prévoir en salaire. Lorsque j'ai parlé aux personnes qui ont fait l'installation et qui en sont très fiers, autant l'employé de la fabrique que M. Leroux, l'instigateur du projet, ils n'ont pas vraiment de critiques à faire sur l'installation. M. Leroux, dont c'est un peu le bébé, considère que nous avons la Cadillac, comme il dit. Un souhait qui peut être émis serait cependant que l'approvisionnement en granules puisse se faire à l'avenir dans notre région pour diminuer nos frais de transport. Si des entreprises s'équipaient en conséquence, tout le monde y trouverait son profit. Et en terminant, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont reçu au cours des derniers jours de la documentation provenant de Nature Québec. On y annonce une aide technique aux entreprises, municipalités et institutions de Chaudière-Appalaches pour promouvoir le chauffage à la biomasse forestière. C'est un service qui va être disponible seulement pour quelques mois jusqu'à épuisement des crédits, selon ce qu'on m'a dit. On y vante les économies possibles, la réduction des gaz à effet de serre, et on donne l'exemple de quelques réalisations, entre autres celle de la paroisse Sainte-Catherine-Técacuita. On comprend qu'il veut dire Saint-Germain-du-Lac-Etchemin avant la fusion des paroisses. Si quelqu'un désire avoir le lien à ce sujet-là, nous pourrons le faire suivre aux personnes qui en manifesteront le désir. Malheureusement, on me l'a confirmé encore ce matin, si vous êtes actuellement au chauffage électrique, les subventions qui permettraient de grandes économies seront probablement très, très, très difficiles à obtenir. Alors, voilà en gros ce que j'ai pu retenir de mes conversations avec nos personnes de Lac-Etchemin. J'espère que ça rend justice à la réalisation et si survient des questions très pointues auxquelles je ne pourrai pas répondre, ben, je me chargerai d'y répondre dans un avenir le plus court possible. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Royer. Donc, je viens de mettre dans la conversation le lien, un lien là, qui décrit le projet là, de Nature Québec. En fait, c'est une bonne idée de le mentionner.
Puis, si vous voulez entrer en contact aussi, j'ai également les contacts de ces gens-là. Donc, vous pourrez me contacter, moi, M. Royer, pour avoir plus d'informations sur ce projet-là. Puis, d'ailleurs, ben, j'en profite juste pour glisser un petit mot sur le fait que Arma, l'église d'Arma dans Bellechasse, a fait une demande pour ce projet-là, là, mené par Nature Québec. Puis, il y a déjà une étude de potentiel sur la conversion qui a été réalisée pour l'église. Donc, c'est ça qui est intéressant, d'avoir l'accompagnement de ces gens-là qui s'y connaissent. Donc, encore une fois, merci, M. Royer. C'était très précis, votre présentation et tout. Puis, si des gens ont des questions, je vais laisser la parole. Oui, on a déjà une question qui sort. Donc, rappelez-nous, de quel ministère avez-vous reçu votre subvention? De quel ministère était la subvention? OK, j'y reviens rapidement. Je l'ai écrit quelque part. Parfait. C'est ressources naturelles. Attendez un petit peu. Oui. Ministère des Ressources naturelles, Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique. OK. Ministère des Ressources naturelles. Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique. Souvent, les ministères changent de nom et les bureaux aussi, mais bon, j'imagine qu'il y a moyen de s'y retrouver. Oui, tout à fait. Très bien, merci. Puis aussi, rappelez le coût de l'installation. Ben, grosso modo, c'est pour l'installation elle-même, c'est en gros, c'est 150 000 $. Et bon, Sainte-Germaine avait déjà des fonds relativement importants dans ses goussets. Et je crois que tout a été payé très, très, très rapidement, peut-être même au tout début. Alors, on constate maintenant, évidemment, pour l'Église et le presbytère, ben, à chaque année, une douzaine de mille de dollars d'économie, ce qui est extrêmement important dans le cas qui nous occupe. Parfait, merci. Une autre question. Pour les 2-3 bacs de cendres, ça représente quelle quantité? Puis où on les dispose? Donc, est-ce que le compost, la fertilisation est possible? Oh, ben, je pense que je vais devoir prendre la question en délibéré. Parce Okay. que je ne sais vraiment pas qu'est-ce que l'employé en fait. Ça, je pense que s'il y a une question qui pourrait être chargée, je ne sais vraiment pas. Mais c'est vraiment de la cendre, hein? C'est pas des matières organiques, là. OK. Puis, pour le début, parce que moi, il y avait comme quelques questions là-dedans là, que je vous ai posées tout de suite, là, mais pour le début, est-ce que vous saviez quelle quantité ça représente? En fait, les bacs à cendre ne sont pas tellement gros. En fait, c'est seulement quelques litres, je dirais, par bac. OK. Mais il faut y revenir souvent. Souvent, OK. Ouais. Une fois par semaine, une fois par mois? Ben, on parlait de deux, trois fois par semaine facile en hiver. Okay. Ce qui représentait quelques heures et incluant tout l'entretien. Dans les périodes de pointe, on parlait jusqu'à 5 heures par semaine d'un employé. Donc, comme disait M. Lamonde, aussi au niveau de son installation, on ne peut pas laisser le système tout seul pendant des semaines et des semaines. Mm-hmm. Ça prend vraiment quelqu'un qui y voit de façon quand même assez proche. Mm-hmm. Puis pour le moment, est-ce que vous savez où est-ce qu'on met les cendres après? Ça, je ne pourrais pas vous le dire vraiment. J'espère que c'est quelque chose qu'on a le droit de dire. Mais je ne sais pas. Il faudrait que je vois qu'est-ce que l'employé en fait vraiment. Oui, bien, c'est parfait. Donc, comme ça, on s'informera. Là, puis, comme je disais, là, ça va être possible d'informer les gens après là, de cette question-là. Disposition des cendres. Oui, c'est notre parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que M. Lamonde ou M. Gosselin aussi, vous avez des questions aussi, vous avez le droit. Ah, attendez, M. Jean-Pierre, votre micro est fermé. Vous pouvez le réactiver. Donc, j'allais suggérer qu'à l'Église, ils gardent ça pour le mercredi des cendres. Ah! Ouais. Ben, c'est l'idée qui m'est venue lorsque j'ai parlé de disposition des cendres. Un petit commentaire. La quantité de... Comment on a appelé ça? De granules ou quoi? Non, les 23 000, 22, 23 000... En litres de mazout? Oui.
au départ? Ben, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait à Saint-Charles. Pour votre information, ça équivaut à peu près à 180 000 kWh. Tu sais, quand on fait une étude pour configurer un système, il faut savoir qu'est-ce que ça représente, non en litres, mais en kilowattheure. Parce que tout part de là. Voilà. Et pour une note plus personnelle, il y a longtemps, j'habitais au Lac-Saint-Jean et puis j'habitais une maison dans laquelle il y avait un système de chauffage au bronze-scie. La sciure de bois. Oui, oui, oui. Alors, c'était très bien, un peu poussiéreux, mais quand même. Oui, ben j'ai remarqué aussi lorsque je suis allé voir, parce que je suis allé pendant que le transporteur apportait des granules et que ça se transférait. Et, les employés mettaient vraiment un masque là, parce que ça fait beaucoup de poussière lorsque ça se livre. Ouais. Voilà. Fin de mon intervention. Puis, M. Royer, peut-être juste, tu sais, la petite granule que vous nous aviez montrée, là, peut-être juste la remontrer à l'écran, profiter qu'on vous voit plus, parce que tantôt, c'était en partage d'écran. Oui, 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 j'y viens tout de suite. Voici, j'en aurai deux à montrer, deux ou trois à montrer. Comme ça, je ne sais pas si c'est. Oui, OK, oui, c'est visible. C'est pas tellement gros, hein? OK. Parfait, ça donne une idée. Ouais, voilà. Une autre question, est-ce que la fumée dégagée est importante? Ben, il semble que non. Moi, d'après ce que j'ai pu constater, je ne vois vraiment pas de problématique à ça. Non. C'est vraiment pas une quantité importante. OK. C'est sûr que les gens donc, qui s'en occupent et qui en sont fiers, mais en fait, l'employé qui s'en occupe actuellement n'était pas là. Il n'y a aucune raison d'en faire l'apologie. Mais lui, il considère, je lui demandais, est-ce que tu vois des choses à changer si jamais on avait à faire des modifications ou si c'était à refaire? Puis, non, il n'y avait vraiment rien à reprocher à son système, sauf évidemment qu'il faut aller le voir de temps en temps, là, quelques fois par semaine. En hiver, c'est tous les jours pratiquement. OK, en hiver, tous les jours. Okay. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas, si jamais il y avait un excès d'humidité, même si l'humidité des granules est contrôlée lors de la fabrication, ben, je sais que c'est arrivé une fois ou deux pendant l'hiver passé qu'il y avait trop d'humidité et qu'il fallait comme dégager les granules pour que ça continue à couler et entrer dans la vis. OK. Mais c'est très peu fréquent. OK. C'est intéressant à savoir quand même. Donc, je laisse, si vous voulez, une dernière question. Il nous reste encore du temps, là. On est dans nos temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie, M. Royer, vraiment. Très intéressant aussi, ce système de chauffage à la biomasse. Donc, puis à la fin, bon, si on a du temps de plus, on pourra revenir sur des questions générales aussi, là. Donc, certainement. Ouais. Merci beaucoup. Donc, bien. Puis, j'essaie encore une question. Oui, oui. Une chose que je ne comprends pas, la biomasse, ça accumule la pollution, enfin, le gaz carbonique. Oui, mais ben en fait, il semble que, en tout cas, d'après le communiqué qu'on vient de recevoir de Nature Québec, il semble qu'il y a eu des études de fait à ce sujet-là. Et bon, je vais devant moi, c'est difficile de trouver le paragraphe, là. Mais il semble que il n'y a pas tellement de problème à ce niveau-là ou que ça cause pas de problème. Parce que, évidemment, avant d'accorder des subventions, sûrement que le ministère a pu contrôler qu'est-ce qu'il en était au niveau de la sortie du système. Hein? Bien, pour avoir entendu la présentation de Nature Québec la semaine dernière, c'est que les fournaises qui sont d'origine autrichienne pour la plupart, là, qui brûlent les granules, sont tellement efficaces qu'ils brûlent tous les gaz et les émissions qui en ressortent à la fin là, sont très minimes. Merci, Claude. Parfait. Bien, merci de la précision.
Donc, je pense que ça répond à toutes les questions. Donc, merci encore, M. Royer. On va poursuivre avec M. Louis Gosselin et M. Jean-Pierre Asselin, qui sont de Saint-Gervais, dans Bellechasse également. Puis, c'est ça, à Saint-Gervais, ils ont installé un chauffage radiant, un système de chauffage radiant. Donc, monsieur, je vous laisse prendre la parole pour nous expliquer tout ça. Bon, nous autres, M. Lamonde a pas mal exposé l'entrée avec la paroisse de Saint-Benoît de Bellechasse, puis on va le laisser aller avec ça, là. On fait partie de la même paroisse. On est voisins d'eux autres. On est vers le sud. On est situé à environ 15 km de l'autoroute du Pin. On est à 430 pieds du niveau de la mer. On a une église d'une grandeur de 160 pieds de long par 60 pieds environ de large. Elle a des murs de 2 pieds et 8 pouces d'épais. Puis elle a une hauteur de 25 pieds. Notre église, le toit a une hauteur de 25 pieds. Elle était chauffée. C'est une église qui est en bois, intérieur, extérieur avec des pierres de granit là, taillées, carrées, là, en gris. Puis, on avait un système de chauffage avec 2 fournaises, avec des brûleurs assez performants. Quand je dis assez performant, là, c'est pas du 130, c'est quasiment du 160 PSI. Ça fait que ça poussait puis ça chauffait. Alors, dans le temps, on chauffait avec du 140 à 160 degrés de chauffage à la sortie de la fournaise qui s'en allait dans le calorifère. Quand ça partait, ça craquait dans l'église. Autrement dit, les tuyaux élongeaient. On avait des tuyaux à longueur d'église pour ne pas perdre l'énergie. Nos ancêtres étaient assez, pour faire un petit résumé, nos ancêtres étaient assez pensifs, on pourrait dire, ceux de Saint-Gervais. C'est qu'ils ont mis pas mal épais de ligne sur le toit. Puis la manière qu'ils ont installé le chauffage, on sent que ça a été pensé. Les tuyaux ne passaient pas tous dans le sous-sol, ils passaient tous à travers les bancs. Ça donnait une chaleur qui était tout le temps assez présente. Là, nous autres, là, comment ça a commencé, c'est que moi, j'ai rentré marié environ là, 2010-2011. Puis Jean-Pierre est rentré quelques années après moi, pas longtemps. Puis on a commencé, moi, j'ai commencé par trouver que ça commençait à coûter cher. On avait une église qui avait une consommation, par rapport à M. Lamonde, on parlait de 430 000 kWh de consommation. On avait, ça c'est le plus haut, on était entre 330 et 430, tout dépendant de l'hiver. Le pire qu'on a fait, c'est ça, 430. Ça fait que là, on avait... On a commencé par le chauffage au bois. Le chauffage au bois, oui. Puis après ça, on a... C'est ça. Là, moi, c'est ça. J'ai rentré dans les... Quand j'ai rentré comme marié, moi, j'ai dit qu'il faut baisser le coût de chauffage. C'était un peu l'importance de ça. À ce moment-là, j'ai parlé à l'équipe qui était là à ce moment-là. On a commencé par mettre des petits thermomètres dans l'église, partout, sur les bancs, sur les statues. Puis là, on savait qu'est-ce qui se passait dans l'église, comment ça chauffait, les bouts qui faisaient frais, les bouts qui faisaient moins frais. Là, on dit il faudrait faire une amélioration, soit changer le thermostat de place, faire de quoi de mieux, puis, tranquillement. Puis là, on s'est intéressé avec aller voir d'autres églises, comment ça chauffait, le biomasse. On a été voir le biomasse, le géothermie. On pouvait en parler, ils en ont parlé. On trouvait qu'on avait été à Saint-Victor, si vous voulez savoir des places. On était même à Saint-Énédienne. On était dans voir des places. Puis on en revenait, puis on s'assisait autour de la table, puis on en parlait. On trouvait qu'il manquait tout le temps de quoi. Il y avait tout le temps un petit quelque chose qui nous accrochait. On trouvait que c'était cher. On trouvait qu'on avait, en tout cas, on dit c'est pas parfait. Hein. On avait même pensé avec les fournaises, pour ne pas nommer de compagnie, les fournaises au bois direct dehors. On met des grandes bûches de 4 pieds de bois, puis on chante ça dedans. Puis ça serait le plus économique qui nous approche actuellement. Autrement dit, c'est qu'on met une fournaise dehors à l'eau chaude et on rentre du bois dedans. Mais il faut tout avoir le setup de l'entrepôt, la fournaise, les lifts pour approcher le bois, puis avoir plus de
Autrement dit, la main-d'œuvre, on va dire autour. Il faut la payer, cette main-d'œuvre. On avait pris conscience de ça aussi à ce moment-là. Puis en tant que mariés, nous autres aussi, il fallait, on va dire, fallait s'en occuper. Ça veut dire qu'il fallait avoir un œil sur ça un peu pour que ça marche, tu sais, que ce soit le plombier. Dans les autres cas, c'était le plombier, c'était un électricien ou d'autres. Dans notre cas, ben, nous autres, c'était d'avoir des bras pour approcher le bois, des voitures, du monde disponible, etc., etc. Ça fait qu'on a continué à avancer. On était voir, un coup, on était voir, qu'est-ce qui nous a allumé un peu? C'est qu'on était voir une place, un chauffage, on pourrait vous dire la place, mais c'est un chauffage par intermittence. Il avait pris toutes les calorifères de l'église, il avait enlevé la peinture de dessus pour faire ça bien court, puis il avait mis des éléments dans le fond, il emplissait le calorifère de glycol, puis chauffait ça, ce calorifère-là. Mais avec du séquentiel. Là, ça nous a allumé. Électricité séquentielle, réduction de puissance. On pourrait avoir une réduction de puissance. On pourrait avoir, si on consomme plus que 15 000 kWh, on aura pu avoir une subvention. C'est toutes des affaires qui fait qu'on est capable de performer. Là, ça nous a allumé un petit peu. Mais on ne voulait pas défaire ce qui était existant. On avait un grand respect du patrimoine. Ce qui est existant, on ne défait pas ça dans notre tête, nous autres. En tant qu'autour de la table, toute la gang, on s'assistait, on dit, on ne commencera pas à arracher les tuyaux, puis on met des colonnes de fer. Ça fait que là, on est en venir à la géothermie. On a rencontré en 2015, en décembre 2015, Idea Control. Ils nous ont approchés. Il y avait un électricien qui commence à me parler de séquence, en voulant dire on chauffe par séquence. Ça prend du courant, autrement dit, mais d'une manière graduelle, puis c'est tout le temps chaud, tout le temps. Fait que là, en placotant avec lui, on s'est assis autour d'une table, puis on lui a montré notre église, tout, et il dit on pourrait vous mettre des infrarouges dans le chauffage radien. Autrement dit, dans l'église. Ça fait que là, on a décidé de monter les voir. On a visité des affaires. On a fait 3 églises. 3 églises cette journée-là. On était voir à leurs usines, voir c'était quoi. Puis ils nous ont montré, on est rentré dans leurs entrepôts, il y avait un véhicule, il y avait tous les systèmes d'installation. Ils nous montraient comment ils installaient les boîtes et tout. Puis ils chauffaient ça au chauffage radien. Pour vous donner une idée, là, on met un chauffage radien, c'est un chauffage qui est dans les airs. Et je ne sais pas si vous êtes capable de mettre les photos, Mme Maria. Ah, sont à faire, c'est pas grave. C'est un genre de chauffage qui pousse la chaleur. Puis il y avait ça dans l'entrepôt, eux autres. Ça nous a épaté un peu parce que ça donnait à avoir un véhicule, des coffres à outils, puis du ciment. Pour vous donner une idée, on touche au véhicule, on sentait ça chaud. On touche au coffre à outils, c'était chaud. On met la main sur le ciment, c'était chaud. Là, ça nous a tout allumé, toute la gang. On dit pas avoir de quoi qui ressemble à ça. C'est qu'on chauffe les équipements et quand ça arrête, les équipements continuent à chauffer la bâtisse. Puis la manière que ça chauffe en descendant. On tient notre chaleur en bas. C'est pour ça comment je pourrais dire ça? On vient à bout en tenant notre chaleur en bas de même, on se sent bien. Le froid monte tranquillement en l'air, puis pendant que nous autres, on chauffe le bas. Puis, comment je peux dire ça? Là, ouais, c'est ça. On était rendu au mois de janvier. Ça fait que là, on est reparti de là, puis on a visité 3 églises. Quand on arrivait à visiter chaque église, nous autres, on demandait, pour reculer un petit peu dans le temps, à chaque fois qu'on visitait une église, on demandait les chiffres. Que ce soit la géothermie ou n'importe quoi, on demandait les chiffres. On allait voir virer compresseur. On sortait avec la calculatrice pour vous donner une idée. On comptait. Ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'était adopté. On a regardé ça un peu. Puis, c'est plate à vous dire des fois, là, mais nous autres, il fallait être concret. Ça fait qu'on s'est rendu compte que ça consommait plus à des places que d'autres, ce qu'ils disaient. Les chiffres de vendeurs, les chiffres de... En tout cas, on n'en rentrera pas trop dans le détail. Là, on revient à notre 2016, janvier 2016. On a été visiter nos églises.
à la baie, on avait visité l'entrepôt où ils font le système de chauffage radiant. Après ça, on part et on fait visiter nos 3 églises. Là, on posait des questions. On rentrait dans les églises, puis ils nous montraient ça, puis ils nous sortaient les chiffres, puis ils arrivaient avec des chiffres, puis ils nous ont montré la fournaise, tout. Ils enlevaient, eux autres, ce qu'ils ont fait à Ville-la-Baie, ils avaient enlevé la fournaise à l'huile, puis ils avaient remplacé ça par une fournaise électrique pour chauffer l'eau chaude. Puis avec des chauffages radiants en plus à ce moment-là, chaque bar. Ça fait que ça. Puis là, il y avait une économie de. Il parlait de 50%. Mais c'est une affaire que je ne croyais pas, moi-même. nous autres, on ne croyait pas ça. Ça fait que là, regarde, nous autres, ça nous prend, on s'en allait avec ça. Correct, 50%. Moi, dans notre tête, en tant que nous autres, quand on s'arrêtait autour de la table, on disait, mais qu'il ait fait 40, ça va être beau. 35, 40, ça va être beau. C'est ça ce qu'on se disait dans notre tête. Tu sais, on était quand même conservateur. Ça fait qu'on continuait. On va voir une autre église, c'était encore la même chose. Il nous sort les chiffres, il nous montre l'installation. C'était un autre style d'installation. On aimait le style, la manière que c'était propre. On voyait que l'église était propre, pas de saleté. C'était bien. On rentre dans une autre église, c'était la même affaire. Il nous a parlé aussi qu'il avait fait ça dans des centres d'achat, des supermarchés IGA. Il mettait ça à la sortie. Quand le monde rentre et sort, il y avait des courants d'air, puis il posait ça là, puis il sentait des économies. Puis le monde se sentait mieux. Autrement dit, les équipements étaient un peu plus chauffés, puis ils se sentaient mieux. Ça fait qu'en tout cas, on est parti de là, puis on était quand même content d'avoir tout vu ça. Puis on est descendu, puis ils nous ont rapprochés. On a continué on nous a demandé de nous sortir un plan d'affaires, voir comment, avec les kilowattheures, comment on allait économiser, puis tout. Fait qu'ils nous ont sorti ça. Il y avait une performance, ils nous disaient qu'il allait atteindre 40%. Correct, c'est beau. Ils disaient 35% sûr, garanti, puis 40%. Ça fait qu'on a décidé qu'on embarquait dans le processus, qu'on avançait encore. Ça fait qu'en 2017, on a décidé, on a pris on a décidé, de septembre 2017, on a décidé de faire l'installation de ce système-là. À ce moment-là, on a fait sortir les coûts. Comment ça allait coûter ce système-là? Ça fait que c'était des boîtes électriques qu'elle a installées. C'était tous les systèmes que vous allez voir plus tard, là, des chauffages radiants là, qui envoient la chaleur vers le monde, vers les personnes. Puis, il nous parlait d'un coût de 65 800 $. Fait que là, on dit, ouais, un peu moins cher que les autres. C'est sûr que si on dit 30-40%, on n'a pas grand risque. Ça fait que là, on fait faire une demande de subvention. On a une subvention de éco-performance qui s'approche de 75 000. Ça fait qu'on a 75%, 75%, qui nous donne 49 300 de subvention. Puis, qu'est-ce que ça nous donne comme investissement, nous autres? C'est 16 450 pièces de nos poches qu'on sort. Ça fait que nous autres, dans notre tête, 65 800, on calcule ça vite, on avait dit, si nous autres, en partant, pour vous dire les chiffres de départ, notre église a coûté entre 30 et 32 000, de 28 à 32 000 litres d'huile à chauffage. Pour vous comparer à M. Lamonde ou les autres, ça vous donne une idée qui est un petit peu plus grande, qui est un peu plus au vent, etc. Ça fait qu'à ce moment-là, ça monte l'huile à chauffage de 28 000. L'huile à chauffage, j'ai dit 28 000 litres. On parlait que ça s'en allait aller porter à une pièce. Elle allait jusqu'à monter à une pièce et 6. Mettons une pièce. Restons stable un peu. Mettons une pièce. 28 000 litres, une saison normale où il ne fait pas trop froid, où ça a de l'allure, qui ne vende pas trop. 28 000 pièces que ça coûtait. Puis la saison d'après, qui était froide, 2015, a monté à 37 000 pièces de chauffage. Parce qu'on montait jusqu'à 32 000 litres de chauffage. On est monté jusqu'à 32 000 litres. Ça fait que ça vous donne un petit peu une idée, là, ça monte un peu. Ça fait que là, on a fait installer le chauffage radiant. On a décidé
faire chauffer, de mettre le chauffage radiant. À partir de ça, on avait des normes à rencontrer, que ce soit les normes, que ce soit Hydro-Québec. Hydro-Québec était capable de nous demander, il fallait consommer 75 000 kWh d'une manière précise. Ça fait qu'il nous rentrait un ordinateur pour consommer ça dans un temps précis, la manière que 75 000 kWh. Puis on avait un minimum de 15 kWh de base. Il fallait prendre tout le temps. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas aller plus que maximum 75 000 puis 15 000 de base. On pouvait y aller, mais ça aurait coûté beaucoup plus cher. Ça fait qu'on dit, regarde, on va rester dans ce barème-là. Ça fait que les autres ont dit, New Idéal, on dit, les autres, anciennement, c'était un article, mais en tout cas, Idéal. C'est quoi le nom de... Pardon? Oui. Oui, est-ce que, juste pour vous interrompre, des fois, peut-être parler un petit peu plus fort pour bien qu'on entende, le son est assez c'est beau. Ou juste vous rapprocher, peut-être. On va se rapprocher un petit peu. Ça fait que là, on avait des barèmes avec des consommations précises. Autrement dit, on pouvait avoir un tarif G ou un tarif d'électricité D ou G. On tombait à 9 cents kWh ou 6 cents. 6 cents, j'ai rendu 6 cents, mais on m'entend encore. Ça fait que là, actuellement, pour vous donner une idée, si on continue nos coûts, on va continuer nos coûts, puis après ça, on continuera à parler du système. Nos coûts pour cette année, nos coûts, c'était de 18 400 cette année. Puis l'Hydro-Québec, eux autres, ils nous font un retour de 4 100 $. Parce que notre manière de chauffer, c'est qu'on chauffe au radiant de 9 h du matin à 4 h de l'après-midi. À 4 h de l'après-midi, on tombe sur le chauffage à l'huile, s'il fait froid. S'il ne fait pas froid, l'église ne baisse pas, on reste sur le chauffage, on reste sur le chauffage à l'huile pendant jusqu'à 8 heures, parce que la haute consommation est là. Nous autres, on lui donne ce courant-là. C'est pour ça qu'ils nous reviennent une subvention. C'est du délestage. C'est du délestage qu'ils appellent, oui. Ils nous reviennent une subvention de 4 100 $. Le coût total cette année, hein, pour vous donner une idée, c'est 14 355. Je reviens à notre manière de chauffer. On continue à chauffer le soir. Le soir, autrement dit, à partir de 8h30, le chauffage radiant rembarque tranquillement. L'église est chauffée à 17 degrés Celsius constamment, tout le temps. Mais quand il arrive, mettons, quand il arrive une demande de courant où il y a une messe le soir, nous autres, on rentre ça dans l'ordinateur et on lui dit, bon, ben, mettons, de 8 h à minuit, on veut que l'église soit à 20 degrés. Les infrarouges, ils poussent un peu plus, sans jamais dépasser 75 kWh, pour pas que ça coûte trop cher. Puis l'église, ici, à Saint-Gervais, le gars qui nous a fait l'installation, il dit, elle est très, très facile à chauffer. Passer de 17 à 20, ça prend à peu près entre 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et quart. 1 heure et quart. 1 heure et quart. Il est très surpris de ça. Parce que quand on a été à Ville-l'Abbé et tout ça, eux autres, ça leur prend de 6 à 8 heures à la montée à ça. C'est ça qu'ils ont été très surpris. J'ai dit, comme je dis à Jean-Pierre, à nos tours de table, c'est que nos ancêtres ont mis un peu de laine sur le toit. C'est que quand ça chauffe, ça se perd moins un petit peu, je pense. Ça fait que c'est un peu ça. Là, on a fait le tour de tout ça. Puis à toutes les fois qu'ils font du délestage, ça peut être demandé par Hydro-Québec au moins 2-3 fois par hiver. Là, on a besoin de courant, arrêtez de chauffer, faites embarquer votre fournaise à l'huile. Des fois, comme il dit, des fois, elle embarque même pas. Elle embarque même pas. Elle embarque pas même pas parce que si ça donne que nous autres, on a 3 sondes dans l'église. On a une sonde à l'arrière, une sonde en avant en dessous du tabernacle, là, pour être plus précis, excusez-moi le mot, là. Puis à l'arrière, à l'entrée, en l'air. C'est gros comme un crayon. Puis on a une dehors du côté nord. Elle a dit ce qui se passe dehors. Pour vous donner un exemple, si la température dehors, elle monte d'un coup sec, autrement dit,
la température monte d'un coup sec, puis il demande, c'est rare qu'il demande, c'est à chaque montre, mais il faudrait chauffer l'église. À ce moment-là, le dehors dit qu'on vient de perdre 5 degrés. En dedans, pas besoin de chauffer tout de suite. On attend. C'est un mode intelligent qui est en train de gérer, qui dit que le dehors est en train de baisser. Si ça fait le contraire, ça monte à -20, bien là, tranquillement, les radiants rentrent prévoit tranquillement pour maintenir son 17. Elle va faire des délestages, pas des délestages, des séquentiels constamment parce que, oups, on monte à 20, -20, -22, -25, tranquillement, ça monte. Quand vous circulez physiquement dans l'église, vous sentez tout le temps une petite chaleur venir nous caresser un peu. Quand il était à 17, c'est moins pire. Quand on lui demande une forte demande, quand on lui demande de monter à 21, durant la période de la messe, parce que c'est programmé, on le programme d'avance. Nous autres, actuellement, est programmé. À tous les dimanches, telle heure, l'Église actuellement, elle monte à 21. Si dans la semaine, il y a des funérailles ou des réunions spéciales pour les catéchèses ou n'importe quoi, on la programme, on dit mercredi, telle heure. On peut programmer ça à partir d'aujourd'hui, mercredi. Tous les téléphones intelligents. Tous les téléphones intelligents. Jeudi, de 9h de 7h le soir à 9h, elle va atteindre 21 degrés. Ça fait qu'elle va se mettre à tranquillement chauffer. Puis le monde va rentrer dans l'église, vont sentir une petite chaleur du radiant. Puis elle va monter. À part de 17, elle monte à 21 demain. Si on décide de la laisser demain, on la laisse demain. Ça fait que c'est un minimum de confort. OK. Bon, les économies. Pour les 2 chiffres que je vous avais emmenés, j'avais emmené 37 000 700, on va dire 37 700, là, on peut faire un chiffre rond. 28 500, ça c'est le plus fort et le plus faible. Dans les économies, on a une économie, dans le 37 000, on a une économie de 23 474 piastres. Ça équivaut à 62 %. Nous autres, on avait prévu 40 %. Puis, dans l'économie de 28 000, un hiver moins rigoureux, on a fait une économie de 14 232. Ça veut dire 50 %. Nous autres, dans notre tête, autour de la table, c'est 40 %. C'est ça qu'on a comme chiffre. C'est ça qui s'est fait actuellement, qu'on a entendu. OK. Les points négatifs, les points positifs. Elle est venue entendre parler des points négatifs. On va vous parler des points positifs. Les points positifs, c'est des points, c'est précis, c'est flexible comme horaire. C'est qu'on est capable de l'agencer comme on veut, on est capable de le contrôler comme on veut, on est capable de le contrôler à distance. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de... C'est silencieux. C'est durable. La durabilité, il faudrait que l'élément saute. Un élément, un calorifère, comparaison au calorifère. Un calorifère, ça dure longtemps. Vous avez des calorifères de 25, 30 ans dans une maison. L'élément, je pense qu'il y a une durée de vie autant que ça. Peut-être qu'à long terme, il va perdre. J'avais demandé à M. Morneau dans le temps, il dit qu'il va peut-être perdre 10 % comme une lumière. Là. Une lumière, là, au bout de 20 ans, si elle est bonne encore, elle peut perdre de la luminosité un petit peu. C'est un peu pareil. Tu sais. Mais ce n'est pas une perte terrible. C'est programmable, on peut le programmer à l'avance, c'est ça que vous avez dit. Après ça, le confort, c'est ajustable facilement. On le laisse descendre à 17 ou on le monte à 21. Ça se fait vite. Ou ça peut être plus. On peut le monter plus que 21 si on veut. Ça fait que, mais ça va prendre environ 3 mois. Au printemps, on a fait des tests, là. En dedans de 3 heures, on est quand même monté ça à 25 facilement. Facilement. Ben, regarde, juste pour vous dire comment ça va vite, à la messe de minuit cette année, il y a des lumières qu'on n'a pas fallu allumer, puis qu'on a allumées, qui demandaient trop de courant. Puis quand on est arrivé, c'était froid dans l'église, puis dans le temps d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on a fini par s'ajuster, puis on voyait le monde ôter le manteau, là, tant que ça va vite, là, quand on était capable de faire partir. Parce qu'aussitôt qu'elle arrive en haut de 75 kWh, là, elle déleste. Elle coupe, elle.
Elle peut délaisser. Fait que là, le temps que la fournaise à l'huile embarque, là, c'était trop long. Puis là, on a trouvé que c'était 3 lumières dans le plafond de l'église qui étaient allumées, qui demandaient trop de courant, puis qu'on les a fermées, puis après ça, ça s'est mis à réchauffer dans l'église. Mais c'est de l'ajustement. C'est de l'ajustement. Autrement dit, c'est de la gérance des kilowattheures. L'ordinateur le gère. Oui. Pour la première fois, il y a eu un petit bug là, mais ça n'a pas été long. On a fait un appel, puis on a reviré ça de bord. Oui. On a arrêté la fournaise parce qu'on a physiquement à cave, on a une fournaise électrique, puis les deux fournaises À l'huile, à l'huile. Nos calorifères sont à 42 degrés Celsius quasiment tout le temps. On met la main dessus, un petit peu plus chaud qu'un humain, pas plus. Pourquoi? C'est un chauffage qui réchauffe l'air quand même, qui ressemble un peu au chauffage à la pensée de géothermie. Géothermie, eux autres, ne sont pas capables de monter bien plus. Je ne veux pas parler contre M. Lamonde, mais 35 maximum. S'ils montent à 40, ils peuvent monter à 40. Nous autres, on roule à 42, qu'on vous a dit. S'ils montent à 40, eux autres, c'est les compresseurs qu'on fait forcer. Faut dire. Mécaniquement, là, les compresseurs forcent avec la durabilité de vie est moins forte. C'est une gamme plus. C'est ça. Fait qu'il faut qu'ils tiennent ça à 35. C'est pour ça que les autres, dans la géothermie, à long terme, c'est que si l'église baisse, comme M. Lamonde parlait tantôt, baisse un petit peu, bien, ils ne sont pas capables de se racheter. Ça va prendre 6-8 heures de journée. Ça prend une journée, normalement, pour racheter l'église, la remonter de 3-4 degrés. C'est normal parce que ça dégénère rien que 35 degrés. Excusez-moi, mais parlant mal de mon voisin. Ça fait que travaux proposés, le système peut... très efficace. On le trouve ça très efficace. Est-ce que Marie-Ève... Négatif. Pas des négatifs. Négatif, OK. Négatif. Besoin de période d'adaptation. C'est ça. OK. Les points négatifs. Besoin d'une période d'adaptation. C'est que la manière de chauffer, c'est que des fois, nous autres, on la partait plus d'avance. Puis en la partant d'avance, bien, il faisait chaud dans l'église. Mais quand le monde rentrait, lui, on avait atteint 20 degrés, 21 degrés, 22 degrés, ça coulait. Là. Le monde rentrait, puis il ne sentait pas de chaleur. C'est ça. Ça fait que là, à ce moment-là, on a décidé de retarder. Ça fait qu'on rentre dans l'église à 10 heures, mettons. On donne une heure, ça peut changer. Ça part. Il fait 17 dans l'église, on est bien. Ça nous caresse tout le temps les épaules où ce qu'on est, là. Puis on se sent bien. Ça fait qu'à ce moment-là, on la part moins longtemps, puis l'efficacité est meilleure. Puis à la fin assez souvent, on atteint la température, puis on enlève le manteau, comme Jean-Pierre disait. Là. Ça fait que certaines Canadiens comme la nuit croient que le chauffage ne fonctionne pas. OK. Quand le petit défaut pour certaines personnes, quand ils regardent, eux autres, quand ils ont connu ce chauffage-là, ils aiment ça. Ils aiment la chaleur. On fait affaire à des personnes qui, c'est plate à dire, qui ont peut-être gorgé un peu, c'est vrai qu'ils aiment la chaleur, c'est normal. Je me mets à leur place, c'est normal. Ça fait que là, c'est que quand les chauffages, si ça donne que le chauffage ne marche pas, ils nous le disent. Ouais. C'est pour ça que c'est le point négatif. Le radiant n'est pas allumé, il pense qu'il fait froid, mais il fait 20 dans l'église pareil. Oui, il peut faire 20 dans l'église, puis le radiant n'est pas allumé. C'est ça, parce qu'il a attendu son jour. On appelle ça un petit peu gâté. C'est ça. C'est un point négatif, c'est un point positif. C'est beau. Il faut atteindre près. Oui, c'est ça. Okay. Il faut être. Ah oui. Ça déguise un petit peu l'église, mais moi, je ne trouve pas ça si pire que ça. Oui. Il faut que vous soyez prêts à avoir des radiants, autrement dit, des calorifères dans les airs qui chauffent l'église. Il faut être prêt à voir ça. Avec là, Marie-Ève, si vous êtes capable de le montrer un petit peu les photos pour voir le mouvement. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est vous l'avez sur votre ordi, donc vous devez cliquer sur partage d'écran dans le bas. C'est icône en vert. OK. OK, ça prenait une... Est-ce que ça va? Marqué. Non, c'est marqué. Ben là, voyez-vous tout ce que... Non, c'est pas apparu. OK, c'est beau. Correct. Il faut cliquer sur le partage d'écran en vert, là, dans le bas.
Il n'a pas de verre. On n'a pas de verre, nous autres, c'est pour ça. Dans le bas de l'écran, Vous OK. voyez la face, vous voyez le visage encore, j'imagine? Oui, Non, oui. ben, envoie le curseur au bas de l'écran. Ouais. Envoie le curseur au bas de l'écran. OK, Merci, c'est bon. Jean-Pierre. On l'essaye, là. Le curseur au bas de l'écran, là, parce que là, vous voyez à l'écran, il apparaît « Partager l'écran C'est qu'en bougeant la souris, des fois, le menu apparaît. C'est qu'il peut-être qu'il n'est pas là, mais si vous bougez votre souris dans le bas de votre écran, je pense qu'il y a un menu qui va apparaître. OK. OK, très bien. Normalement. ». Ouais, normalement, ça l'apparaît. Au début, vous l'aviez partagé, là. Je pense que votre conjointe était là. Ça avait fonctionné. Ah ouais, là, ouais. Là-dessus, là, Les photos. Ah, si le système est en anglais, le piton vert, c'est « Share ». Ah, je pense que ça va fonctionner, là. Oui, ça marche. Donc, on voit... Vous voyez, là. Ouais, là, on voit, c'est avant 2015. Oui. Donc, c'est ça. Ah, les là, photos, oui. vous voyez l'église, Oui, vous voyez on en voit. haut des fenêtres. Puis l'avantage, c'est que nous autres, quand que ceux qui se placent sur le bord des bancs, il y a une genre de drap derrière un petit peu qui descend. Puis Est-ce que vous pouvez répéter? On a mal compris. Pardon. Des fois, ceux qui se placent sur le long des bancs, il y avait Le long des murs. le long des murs, ils sentaient un air froid des fenêtres. Je ne veux pas, les fenêtres nous laissent aller un peu d'air froid. Puis le chauffage radiant, lui, il réchauffait cet air-là, à ce moment-là. Puis on a fait des tests, on le voit en avant. Il y en a deux autres en avant, là. Vous les voyez, les deux en avant, là? Chaque bord de L'hôtel. l'hôtel. OK, oui. Parce qu'on a fait des tests infrarouges pour la fraîche, voir la chaleur, comment elle réagit. Puis en arrière de l'hôtel, chaque bord les deux images, là, on va dire les cadres, là, on sent l'air, les peintures, on sent l'air venir. Puis avec notre test d'infrarouge, on voyait que les murs sont épais, mais l'air rentre bien. L'air rentre bien là. Ça donnait que l'air rentre bien là. C'est mal. Parce que notre église est isolée d'une manière avec un mur de ciment dehors, puis un mur de plâtre en dedans. Puis ça a l'air que dans les murs, c'est de la gravelle. Il ne faut pas. Anciennement, c'était le même. Autrement dit, dans le cas, il y a 4 radiens qu'on a vu, un chaque bord de l'hôtel, puis un dans chaque fenêtre. Puis il y en a, il y a 5, il y en a 8. Il y a 8 radiens dans les fenêtres en arrière. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, excusez. 10 radiens. 10 radiens, oui. Puis il y en a 2 en arrière. Puis quand vous circulez, quand vous circulez pendant qu'ils marchent, quand on veut les faire atteindre 20 ou 21 degrés, vous mettez la main sur le banc, là, vous sentez ça, la chaleur de votre corps est plus. La chaleur de votre corps est plus. Ça fait que c'est ça. C'est un peu ça notre c'est contre. Non, moi, je trouve que ça ne masse pas tant que ça, là. Puis c'est très, très bien. Pour l'économie, nous autres, en tout cas, ça l'a paru quand on parle de. Moi, je m'étais dit, si on sauve 10 000 $. Autrement dit, dans la première année, on a payé notre investissement qui a coûté, qui montait à 16 000 $. On l'a quasiment sauvé dans la première année de notre investissement. C'est sûr qu'il y en a qu'aussitôt qu'ils mettent la main sur les tuyaux, qui passent dans les bains, s'ils sont froids, il fait froid dans l'église, il ne fait pas froid. On est à 19-20 degrés pareil. C'est une vieille mentalité. Puis la fromage à l'huile, elle part à peu près plus. Jamais. On a consommé 2000 litres, même pas 2000 litres, 2000 pièces de chauffage à l'huile cet hiver, pour vous donner une idée. Puis l'efficacité des radiants, c'est 95 % par rapport à une fournaise à l'huile qui est entre 65 et 75 environ. Ouais. Ça fait que on prend une fournaise à l'huile qu'on chauffe, l'efficacité qu'elle génère, c'est pour ça que les radiants sont. Puis avec la réduction les avantages, c'est il n'y a plus de gaz à effet de serre, à peu près. Il n'y en a plus à ce moment-là. Et l'autre affaire, c'est. Puis, excuse-moi, oui. Ce qui a été le fun, c'est qu'au début, on pensait être obligé de rentrer le 400 ampères dans l'église.
Ouais, 600 ampères. 600 ampères. Puis il était bon de s'ajuster avec le 400 qu'on Avec avait. 400. Ça fait qu'on, dans le fond, on a exploité notre boîte au potentiel maximum. Et si vous êtes intéressé, venez nous voir. On est capable de vous montrer toute l'installation. C'est simple, c'est des boîtes simples. C'est quelques boîtes de plus d'électricité par rapport à ceux qu'on a. On a une entrée de 400 ampères qui ressemble à toutes nos églises que j'imagine sur le territoire. Puis, ils ont rajouté quelques boîtes pour mettre la fournaise à l'eau. Parce qu'on a une fournaise à l'eau qui montait l'eau à 42 degrés. Puis, pour maintenir tout le temps l'eau chaude un petit peu à 42 degrés, pas plus. Parce qu'on peut la faire monter plus haute si on veut. S'il arrive une panne majeure, on met la génératrice. On a une génératrice. On part la génératrice. Le chauffage à l'huile conventionnel repart. C'est ça. C'est tout. Ça fait qu'on va monter ça à 140, 150. Puis les calorifères vont chauffer. Puis on va avoir du chauffage. Point. C'est la manière que... Parce que nous autres, on est allés en voir on a fait des voyages. C'était un peu impressionnant. Bon, on venait tout le temps. On était tout le temps bien épatés. On est allé voir exactement la même place à M. Ghislain Royer. On est tout allé voir ça. Puis on se disait tout le temps, nous autres, tu sais, la poussière, mettre un bac, on aurait pu faire pareil dans l'église à Saint-Gerbet. Puis, puis par-dessus le marché, on avait eu notre subvention, nous autres, pour la biomasse. Elle était accordée. Vous savez, quand on a reviré de bord ici à CPV, j'étais un des premiers qui n'achetait pas pour ça. En tout cas, j'avais bien trippé sur le produit d'Hydro-Québec que Enertech nous avait fait. Quand j'ai appelé le monsieur qui nous avait dit, ta subvention, tu la donneras à quelqu'un d'autre parce que nous autres, on n'en aura pas besoin, on s'en va à l'électricité. Oh mon doux Seigneur! Moi, je fais de la route, j'ai commencé à parler, je suis embarqué ça avait à Beaumont, puis il m'a lâché à Rimouski. Fait que pour me dire que c'était pas correct, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, peut-être, en tout cas, j'ai dit, nous autres, si on se trompe, si on va se tromper, là, puis, parce que c'est faut se dire, nous autres, c'est pas notre argent, hein, c'est l'argent du monde, puis on trouvait que l'investissement, 65 000 que ça avait du bon sens. On était les premiers, mais en tout cas, mais il reste à s'ajuster, puis je pense qu'on a encore une couple d'années avant de s'ajuster, mais ça a bien été cet hiver, là, depuis le mois de janvier, là, même s'il y a pas de on a trouvé pas mal de points. Là, je vais vous dire, moi, je suis content. Une année que M. Lamonde avait venu, là, puis quand on l'avait échappé bien raide. À l'inauguration de la Benoît de Bellechasse, il faisait fouet. Il avait ouvert les portes, puis regarde, échappé bien raide. Mais cette année, là, si on veut vous faire cuire, on est capable de vous faire chauffer. Excusez-moi. C'est plate à dire, mais c'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre présentation, vraiment. Puis bon, c'était ça l'idée aussi de présenter différents systèmes, de voir les avantages et les inconvénients de chacun, puis à chacun de décider lequel convient le mieux aussi en Église. Donc, c'est super. Merci. Oui, allez-y. Après ça, on va passer. J'ai quelques questions déjà pour vous. Donc, s'il y en a qui ça les intéresse, qui viennent nous voir, qui ne se gênent pas, on va lui mettre le chiffre sur la table, il va le voir fonctionner, on va montrer les papiers, il n'y a pas de gêne, on est ouvert. Parfait. Donc, oui, on pourra... On la fabrique, puis il n'y a pas de problème. Je pourrais faire le contact avec vous là, si des gens sont intéressés à vous rencontrer. Merci de le proposer d'ailleurs. Donc, pour une première question, c'est ça, on demande, parce que c'est ça, vous continuez aussi à utiliser l'huile. Puis, combien d'huile achetez-vous par année? Cette année, il l'a dit, tantôt 2 000 2 000 on n'a pas pogné 700 litres. Oui. Pour moi. Vite de même. Oui. Puis, je vais vous dire, on a changé cet hiver, là. On chauffait trop d'avance. Puis, on a baissé ça. Avant les fêtes, on chauffait on demandait au chauffage de chauffer plus un peu avant les célébrations. Puis, on a arrêté ça. On a tombé, après les fêtes, on a tombé à la célébration, on chauffe, puis on arrête ça à la fin. Puis, je vais vous dire, on part de 17, on monte ça à 21, puis ça arrête là. On est capable de faire mieux que ça. Ouais, moi, je te dirais que 1000 pièces d'huile, on va s'en sauver. Oui, on pourrait baisser encore si on voudrait. Donc, c'est minime. Puis, est-ce que votre système pourrait fonctionner même si vous n'aviez pas de calorifère? Oui. 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 Parce que le il faudrait en mettre plus. Oui, probablement. Oui. Là, oui. On pourrait quasiment arrêter le calorifère, mais là, il faudrait... c'est une gestion, c'est la gestion de puissance. Il ne faut pas dépasser 75 kWh.
Parce que sinon, on va passer, je te dirais, de 9 cents aller à 18 cents. Oui, c'est ça les hicks, là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut être capable une sortie de secours à quelque part pour se sauver. C'est pour ça que s'il y en a d'intéressés qui viennent nous voir, qu'on leur explique, parce que c'est ce petit bout-là qui est compliqué. Ouais. Il n'est pas compliqué parce que c'est la machine qui le gère, mais il faut le montrer. C'est ça les hicks. C'est sûr que ça se fait, il y a des maisons. Moi, si je me rebâtirais une maison aujourd'hui, je chaufferais juste au radier. Oui. On a créé un petit, nous autres, pour mettre dans le salon chez nous. C'est merveilleux. Donc, vous êtes content, très satisfait. Même des garages, des garages automobiles, de peinture ou n'importe quoi, là. Oui. C'est vraiment, là, parce que ça réchauffe la tôle, ça réchauffe le ciment. Puis, puis quand ça arrête, ça redonne. Ça la redonne. C'est ça, ça redonne. Ça donne sur un bord. Quand ça arrête, ça redonne sur l'autre bord. Ça réchauffe tous les équipements Pour autour vous de donner une idée, là. Vous voyez ici, le froid reste dans. Ah, elle l'a pas, ça. Elle le voit-tu? Voyez-vous? Non. Oui, on voit. Bon, voyez-vous? En bas, là, c'est le chauffage radiant. OK? Il donne en bas. Le froid monte tranquillement en haut. Puis en haut, c'est un chauffage conventionnel, à calorifère. Ça chauffe, ça monte en haut, puis ça descend tranquillement. La fraîche roule sur le plancher, comme vous voyez. OK. C'est bien? Oui, c'est. Pas mal convaincu, hein? C'est différent. C'est pas le même chauffage. C'est différent. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, il y a un téléphone qui sonne. Puis de la part peut-être de M. Royer, M. Lamonde, Claude, si vous avez des questions. Puis aussi, on peut poser des questions générales là, à tous les conférenciers, là, tous les gens qui ont présenté aujourd'hui. Mais pour l'instant, en tout cas, ça va. Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent. Donc, mais encore une fois, je vais vous remercier, Monsieur Gosselin, Monsieur Asselin, là, pour cette présentation-là du système de chauffage radiant. Puis encore merci à M. Royer, à M. Lamonde, à Claude Lepage aussi de la MRC. Donc, ça a été super enrichissant. Puis, je répète encore une fois que c'est ça, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter ou surtout là, à utiliser Passerelle. Donc, les discussions vont pouvoir se poursuivre sur Passerelle. L'enregistrement va être déposé sur Passerelle également. Donc, merci à tout le monde vraiment pour votre participation. Puis, un merci aussi encore à Joël Autiès là, qui m'accompagne dans tout ce processus-là des webinaires. J'en apprends de plus en plus là-dessus, donc c'est super intéressant. Puis, en fait, il va y avoir un autre webinaire qui s'en vient le 4 juin. C'est vrai, je peux l'annoncer déjà. Puis, c'est ça, en fait, l'inscription, je vous l'avais transmis aussi, donc j'ai vu que déjà certains d'entre vous sont inscrits. Ça va être un plaisir de vous revoir pour ce 3e webinaire. Puis, peux-tu nous rappeler le thème? Pardon? Oui. Peux-tu nous rappeler le thème de ce webinaire? Oui, un webinaire sur les consultations publiques, la concertation, mobilisation citoyenne, tout ça. Donc, il va y avoir M. Édouard Julien Blanchet, qui est le coordonnateur d'Espace Initiative, un organisme pour la conversion de l'église Saint-Charles-de-Limoilou à Québec. Puis, il va y avoir également Guy Boudreau, qui est à la MRC de Bellechasse, qui est agent de développement territorial, qui va parler de son expérience aussi de consultation publique en Bellechasse, donc en milieu rural principalement. Donc, ça va être à suivre. Puis, est-ce que quelqu'un avait un mot de la fin à dire? Je vais rajouter quelque chose, moi, Jean-Pierre Asselin. Puis là-dedans, là, dans les chauffages, il n'y a pas de mauvais chauffage. Il faut s'acclimater avec dans quoi qu'on se sent le mieux comme individu qu'on regarde ça. La biomasse, c'est bon. La géothermie, c'est bon. Tout dépendait des églises. N'ayez pas peur d'aller voir ailleurs puis d'aller cogner aux portes parce que c'est des gros investissements puis ça en vaut la peine. Merci, M. Asselin. Merci beaucoup. Donc, merci je remercie tout le monde. Bonne fin de journée.